Ça veut dire quoi le tourisme positif ? Ce terme tourisme positif, pour éviter justement de s'enfermer dans un tourisme de niche et pour toucher de manière plus large tous les produits et services touristiques. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Le Code du tourisme fixe les règles de l'Organisation générale du tourisme, des activités et professions du tourisme, par exemple les agences de voyage. Il fixe aussi les règles pour les équipements et les aménagements, accès aux espaces touristiques, autorisation d'exploitation d'un établissement hôtelier ou d'un terrain de camping, et aussi les modalités de financement de l'accès aux vacances, par exemple chèque de vacances, et le régime fiscal du tourisme. Alors c'est pas forcément le genre de livre qu'on va emmener en vacances. Le langage utilisé n'est pas forcément facile à comprendre, mais ceci dit, nul n'est censé ignorer la loi. Alors on s'est dit avec les alchimistes avocats que l'on pourrait vous aider avec un rendez-vous mensuel sur Expérientiel. Chaque mois, avec Chloé Reslan, avocate au barreau de Paris, en droit du tourisme, nous allons aborder des sujets importants pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques ou vos suggestions sur la page du podcast Expérientiel sur LinkedIn. Et puis sans attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme au contact de la nature pour prendre le temps de découvrir le sujet du jour pour un tourisme positif. Bonne écoute. Maître, vous êtes prêt ? Je suis prête, mon cher monsieur. Bien. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur François. Comment vas-tu, Chloé ? Très bien, et toi ? Ça va. Prêt à parler droit ? Oui, tout à fait. Dis-moi d'ailleurs, là j'ai vu qu'il y a des nouvelles réglementations qui arrivent pour les hôtels. Oui. Et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Oui. Et puis il y a un peu un lien avec notre sujet d'aujourd'hui, parce qu'on va parler aujourd'hui des conditions générales de vente. Absolument. Et puis, ça veut dire quoi exactement les conditions générales de vente ? Parce que moi, de mon point de vue, ça me fait penser, tu sais, à ces contrats d'assurance. Oui. Où il y a plusieurs pages, etc., qu'on ne lit jamais et qui sont extrêmement importantes. Elles sont extrêmement importantes. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut des conditions générales de vente, mais que personne ne les lit. Donc, en vrai, on s'en fiche un peu. C'est faux, et c'est de plus en plus faux. Et d'ailleurs, tu remarqueras que c'est un document qu'on ne lit que quand il y a un problème. Donc, on a quand même intérêt à être bien protégé et couvert parce que quand le client il a un souci, il va quand même avoir le réflexe de se reporter à ce document-là. Alors, c'est vrai que les conditions générales de vente, qu'on appelle souvent CGV, on entend CGV, CPV, CGU, on ne sait plus trop à quoi on fait référence. Alors, les conditions générales de vente, ce sont les CGV. Et ce sont les conditions de vente qui vont s'appliquer à toutes les ventes que vous allez réaliser, peu importe votre clientèle. Donc, vous pouvez avoir plusieurs jeux de conditions générales de vente si vous avez plusieurs activités. Par exemple, si vous avez une activité de conseil ou de formation et que vous avez aussi une activité de vente de produits et que boutique, par exemple, et que vous avez aussi une activité de vente de prestations de services type des nuitées si vous êtes un hôtel, si vous faites tout ça à la fois, vous pouvez avoir plusieurs conditions générales de vente. Vous pouvez avoir des conditions générales de vente et des conditions particulières de vente qui vont venir régir une des activités que vous faites. Donc, l'idée, c'est que tout ce que vous vendez, peu importe ce que vous vendez, normalement est régi par les conditions générales de vente, sauf conditions particulières. Voilà, donc c'est vraiment le document auquel votre client va pouvoir se référer dès qu'il a une question sur comment vous vendez, ce que vous vendez, qui vous êtes aussi. Quand on veut avoir des informations sur son vendeur, on doit pouvoir aller dans les conditions générales de vente. C'est obligatoire ça ou pas ? Parce que là, ce que tu me décris, si je dois faire ça sur tous les produits que je vends dans mon hôtel ou dans mon réceptif ou quoi que ce soit, ça demande beaucoup de travail. Alors, oui et non, parce que les conditions générales de vente, elles sont obligatoires si on est en B2C. Donc, si je vends à un consommateur, elles sont obligatoires. Si je vends en B2B, et là, c'est une prouesse du législateur, parce que qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que ce n'est pas obligatoire, mais
Si on vous le demande, il faut en avoir. Donc, c'est super, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas l'obligation d'en avoir, mais si jamais vous avez un client qui est une entreprise qui vous dit « Est-ce que je peux avoir vos conditions générales de vente ?» vous avez intérêt à en avoir. Donc, je conseille globalement d'en avoir. Comme ça, on est tranquille. Mais en tout cas, il n'y a pas de doute sur son caractère obligatoire quand on vend à un consommateur. Donc, si vous êtes une entreprise qui vendait ou une micro-entreprise qui vendait à un consommateur ou un non-professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui n'exerce pas dans le cadre de son activité commerciale ou artisanale, à ce moment-là, vous devez obligatoirement avoir ce document. Souvent, quand on a un site Internet, on le trouve sur le site Internet, ce document. Et quand je dis que ça doit régir toute la vente de tous les produits ou services que vous avez, ça ne veut pas dire que pour chaque produit, vous avez des conditions de vente. C'est-à-dire que l'idée des conditions générales de vente, comme son nom l'indique, c'est que c'est général. Donc, ça va venir régir, ça peut régir toute votre activité. Simplement, s'il y a des spécificités sur un type de produit ou un type de vente, on va venir le compléter avec des conditions particulières de vente. Prenons un exemple pour que ce soit plus clair. J'ai des conditions générales de vente. Donc, elles vont venir me dire désignation du vendeur, donc qui je suis, mon numéro de SIRET si j'en ai un, mon siège social, toutes ces activités qui sont importantes. Si je suis immatriculée à Tout France, mon numéro d'immatriculation, les coordonnées de mon garant financier, de mon assureur CPRO. Et puis, comment je réserve sur mon site, comment on peut réserver, quelles sont mes conditions d'annulation. Enfin voilà, il va y avoir tout un tas de choses qui seront décrites dans les CGV. Si je vends à des individuels et à des groupes, par exemple, peut-être que pour réserver, si je suis un groupe, ce ne sera pas exactement la même chose que si je suis un individuel. Donc, je vais avoir des conditions particulières de vente pour les groupes, avec un mode de réservation différent, peut-être un mode de paiement différent, peut-être un mode de résiliation du contrat différent et d'annulation. Donc, en fait, il faut se dire qu'il y a le général qui s'applique au plus gros de votre activité. Mais si vous avez du particulier, du différent pour un type de produit, un type de vente, pas pour chaque vente, là, vous pouvez compléter par des conditions particulières de vente. Si j'ai de la billetterie, par exemple, si j'ai une petite boutique, ça va être des conditions particulières de vente puisque ça ne va pas être exactement la même chose que le plus gros de mon activité. Est-ce que c'est clair pour toi, François ? Oui, c'est clair et c'est intéressant parce qu'en t'écoutant, ça me fait poser une question. Est-ce que justement en travaillant sur ces conditions générales de vente, c'est pas aussi une possibilité de réfléchir sur l'efficience de ma proposition aux clients? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois, on parlait tout à l'heure de frais d'annulation, ce qui est un sujet intéressant, d'actualité. On voit par exemple pour un hôtel, si tu réserves en direct, il y a certaines pénalités et que si tu vas sur booking.com et que tu as ce même hôtel, tu n'as pas du tout les mêmes spécificités. Donc, est-ce que ce n'est pas une opportunité de questionner son efficience ou l'efficience de son offre en tout cas? C'est absolument ça. En fait, les conditions générales de vente, c'est un document qui est parfois donc obligatoire, mais au-delà du caractère conforme, c'est-à-dire qu'il faut mettre un certain nombre d'éléments dans les CGV pour qu'elles soient conformes. Par exemple, la désignation du vendeur, une clause de médiation, on y reviendra, mais il y a des choses à insérer obligatoirement. Au-delà de la conformité, il y a cet aspect efficience, parce qu'il faut trouver l'équilibre, il faut créer un document qui soit conforme juridiquement, mais qui corresponde à votre pratique et qui permette du coup de vous interroger sur les bonnes pratiques à avoir dans votre champ d'activité. C'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre comment vous voulez fonctionner ou comment vous fonctionnez déjà, comment vous pouvez être le plus efficace et efficient dans votre rapport avec votre client, aussi bien dans les modalités de réservation que dans les modalités d'annulation et de manière générale dans votre activité. Donc, nous, avocats, ce qu'on essaye de faire, c'est de vous délivrer un document qui est co-construit, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous pondre des conditions générales de vente conformes et puis c'est tout. L'idée, c'est que c'est un travail de co-construction entre le principal intéressé, qui est donc le vendeur, et nous, pour avoir un document conforme, mais surtout qui correspond en tout point à la pratique du vendeur et comment il a envie de travailler. Et ce dont on se rend compte, c'est que quand on pense conditions générales de vente et qu'on travaille, nous, avec nos clients sur ces points-là, ça amène beaucoup de questions sur finalement
bah, moi, j'ai mis ça comme frais d'annulation, mais est-ce que c'est vraiment pertinent? Et puis là, on est face à une pandémie mondiale. Est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir des conditions spécifiques? Ou est-ce qu'au contraire, il ne faudrait pas peut-être donner des exemples aux clients pour qu'ils comprennent quand est-ce qu'il peut annuler? Comment je fais, moi, pour aussi inciter les réservations à l'heure où tout est très incertain? Est-ce que je ne suis pas peut-être un peu plus souple que ce que j'aurais pu imaginer au début? Donc, en fait, on va venir co-construire un modèle de fonctionnement, parce que c'est ça qu'il y a dans les conditions générales de vente, qui vous ressemble. Et c'est ça qui est très important. Ça peut ne pas se faire avec un avocat, hein, ça peut se faire avec un ami, son associé, un ancien client avec qui on s'entend bien. L'idée, c'est quand même de brainstormer. C'est-à-dire que ces conditions générales de vente, pourquoi ça peut prendre parfois un peu plus de temps que prévu, c'est que finalement, il faut à ce moment-là se dire, OK, comment je fonctionne, comment je veux fonctionner, qu'est-ce qui fonctionne pas bien aujourd'hui dans ma manière de travailler et comment je peux optimiser. J'ai l'exemple là d'un client qui me disait, bah, moi finalement, je demandais toujours des acomptes et puis rembourser les acomptes, parfois c'est long et ça vous coûte en personnel ou en temps. Donc c'est du temps humain, du temps passé et puis il faut expliquer, il faut discuter avec le client. Lui, il a fini par dire, bah moi, vu que j'ai très peu d'annulations et que toutes mes annulations sur 1 an ou 2 ans, elles ont été justifiées toujours par de la force majeure, par la pandémie, par l'impossibilité d'effectuer la prestation et qu'il n'y a pas beaucoup d'abus dans mon domaine à moi, et ben, je prends plus d'acompte. Je prends plus d'acompte parce que ça m'évite d'avoir à rembourser les peu de fois où j'ai à rembourser et à perdre ce temps-là, à devoir discuter avec le client, rembourser. Et en plus, moi, j'ai un client qui, du coup, a pas du tout peur de contracter avec moi parce que je demande même pas d'acompte et je m'engage à rembourser si jamais son événement il peut pas se tenir à cause du Covid. Et en fait, il a beaucoup plus de réservations depuis qu'il fait ça et il n'a pas plus d'annulation. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander d'acompte. Ce n'est pas du tout le conseil que je donne de manière générale. C'est un conseil au cas par cas. Il faut voir quelle est votre activité, quels sont les taux d'annulation, à quel point vous êtes sujet aux mesures Covid qui peuvent être prises ou de manière générale aux intempéries, par exemple. Parce que on parle du Covid, mais ce n'est pas les seuls motifs d'annulation. Il faut faire attention quand on a aussi des consommateurs qui peuvent vouloir un peu tout justifier avec le Covid. C'est-à-dire que dire en cas de Covid, vous pouvez annuler, c'est un peu imprécis. Donc, il faut se dire, est-ce que c'est en cas de mesures gouvernementales? Est-ce que c'est en cas de tests positifs? Est-ce que c'est quand on est cas contact? Dans quel cas on peut vraiment annuler sans frais? Donc, il faut vraiment essayer de se poser toutes les questions, de se projeter, de faire des scénarios et de définir le modèle qui vous ressemble à vous. Pas à votre voisin, mais à vous. Et peut-être aussi vous différencier de la concurrence grâce à ça. Donc, si je comprends bien ce document obligatoire, les conditions générales de vente, c'est aussi l'opportunité non seulement de questionner son efficience, de se positionner par rapport à une concurrence à travers son offre, mais aussi de se mettre à la place du client. Complètement. Et ça, c'est très important parce qu'à la fin de la journée, c'est lui qui va décider de venir ou de ne pas venir chez nous. Exactement. Donc, si je comprends bien, en résumé, il y a 3 choses qui sont importantes dans ce que tu viens de dire. C'est déjà que les conditions générales de vente, c'est obligatoire. Quand on a un client consommateur, c'est obligatoire ou non professionnel. Et quand c'est un professionnel, donc quand on est en B2B, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé parce que s'ils nous les demandent, il faut les avoir. OK. Deuxièmement, c'est que ce document, cette obligation doit nous encourager justement à co-construire un modèle de fonctionnement qui soit pertinent et efficient pour son entreprise. Et ça, c'est quelque chose d'important, que ce ne soit pas des usines à gaz aussi bien pour les clients qu'en interne, oui. Que ça soit vraiment efficient. Hein. Et puis ensuite, le dernier point, c'est l'opportunité de se mettre à la place du client et vraiment d'avoir une vue globale. Ouais. Et de se dire, voilà, c'est peut-être l'opportunité pour moi de faire une offre qui se différencie de ma concurrence. C'est ça. Et j'ajouterais aussi une autre opportunité. Alors, c'est beaucoup plus auto-centré que de se mettre dans les chaussures du client, mais c'est aussi un document qui permet de se protéger. C'est un document qui permet de délimiter sa responsabilité. Si, par exemple, je suis une plateforme d'intermédiation, je n'ai pas la même responsabilité que si je suis un agent de voyage. Je n'ai pas la même responsabilité que si je suis un hôtelier. Je n'ai pas la même responsabilité
Si par exemple, je suis une plateforme et qu'il y a un bug informatique, est-ce que je suis responsable, pas responsable? Et quand on a une obligation d'information, parce que les CGV, elles doivent être acceptées par le client avant qu'il réserve. D'accord? C'est un document pré-contractuel. Il doit savoir comment il doit réserver, ce qu'il réserve, comment il réserve, qu'est-ce qui se passe s'il annule, avant de donner son accord. Parce que sinon, on va lui imposer des conditions qu'il n'aura pas acceptées avant de réserver. Donc, on l'aura un petit peu trompé, on l'aura un petit peu dupé. Donc, il faut qu'il ait connaissance de ça avant de réserver. Et il faut qu'il ait connaissance de quand est-ce que vous, vendeur, vous êtes responsable. Parce que ça permet de donner toutes les infos au client avant qu'il réserve. Si vous lui avez dit faut réserver de telle manière et qu'il n'a pas suivi le bon process de réservation, qu'il pensait avoir réservé mais qu'en fait il a mal réservé, c'est pas votre faute. Vous lui avez expliqué comment réserver. Si vous lui avez expliqué le processus en cas d'annulation et les pénalités si jamais il annule tardivement, si lui il dit je savais pas, c'est pas de votre faute, vous l'avez informé. Donc le fait d'informer correctement le client, et c'est vrai pour toutes les activités, c'est vrai si je suis prof de yoga, c'est vrai si je suis agent de voyage, c'est vrai si je suis hôtelier, il faut informer son client en amont dans les CGE avec toutes les informations importantes, parce que comme vous avez communiqué ces infos, vous allez pouvoir vous exonérer de responsabilité si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas conformément aux attentes du client, alors même qu'il était au courant de comment ça devait se passer. Si vous dites le transport est exclu et toutes les dépenses personnelles sont exclues, si la cliente se fait une manucure à Marrakech qui n'était pas prévue au contrat, c'est exclu. Donc, vous n'êtes pas responsable si jamais il y a une infection longue, par exemple. C'est des exemples qui arrivent, hein, c'est des exemples que j'ai eus. C'est important parce que c'est comme ça aussi qu'on se protège en tant que professionnel et qu'on délimite sa responsabilité. Alors, si je veux avoir un peu plus d'informations, parce que je pense beaucoup à ces petits hôteliers, à ces entrepreneurs indépendants qui n'ont pas toujours beaucoup de temps, qui sont dans l'action, etc., et qui n'ont pas une infrastructure qui leur permet d'avoir toutes ces ressources. On trouve l'information où, comment, on s'adresse à qui? Alors, pour les conditions générales de vente, il y a toujours les sites dont on parlait dans le premier épisode, servicepublic.fr, qui donnent un certain nombre d'informations sur ce qui doit être obligatoirement dans les conditions générales de vente. Sinon, il faut se référer au code de la consommation, mais bon, j'entends qu'on ne navigue pas forcément très aisément dans les codes. Mais dans les grandes lignes, il faut absolument qu'il y ait votre identification dans les CGV, donc qui est le vendeur, avec toutes les informations sur le vendeur, SIRET, quelle forme de société, si on est une société, si on est une société réglementée, type agent de voyage, le garant et ses coordonnées, l'assureur et ses coordonnées, comment nous joindre, donc donner un mail, un numéro de téléphone, qui est le responsable de l'entité, donc à qui on peut s'adresser en cas de problème. Et puis, finalement, après, c'est plutôt du bon... Enfin, il y a des obligations légales, donc il y a des choses à mettre, par exemple. Qu'est-ce que comprend le prix? Il faut parler du prix de manière claire et précise. Par exemple, si je suis agent de voyage, est-ce que ça inclut le transport? Est-ce qu'il y a un supplément chambre individuelle si je suis un hôtelier? Est-ce que le prix inclut, je sais pas moi, une assurance? Si je propose une assurance facultative, voilà, tout ça, il faut l'évoquer dans les conditions de vente. Le mode de paiement, comment je paye? Est-ce que le client a le droit de payer par carte bancaire, par chèque, par virement, en espèces? Quel est le plafond? Donc ça, c'est des choses qu'il faut insérer. Comment le client peut annuler? Ne jamais dire, ça c'est très important parce que ça peut être une clause abusive, que le client n'a pas le droit d'annuler. Le non annulable qu'on voit parfois, c'est pas conforme, hein, c'est pas légal. Il faut dire, c'est de la sémantique, que le client a le droit d'annuler à n'importe quel moment, mais qu'il pourra se voir facturer des pénalités. C'est de la sémantique, c'est une manière de parler, mais évidemment, si on met non annulable, on ne va pas aller chercher le client par le col et le forcer à venir, hein. Donc, il a toujours le droit d'annuler, mais contre une retenue. Donc, ça peut être conserver un acompte, ça peut être 100% du prix s'il annule la veille. Donc, on peut prévoir un échéancier d'annulation qui doit être juste et justifiable. Donc, il faut réfléchir à son échéancier d'annulation. Est-ce que, par exemple, je me dis, s'il annule 6 mois avant, je le rembourse tout. S'il annule 2 mois avant, je rembourse 50%. S'il annule moins de 48 heures avant ou moins d'une semaine avant, c'est 100% du prix qui est retenu.
Est-ce que je demande un acompte, pas d'acompte? Donc, ces modalités de réservation et de pénalité en cas d'annulation doivent être prévues dans vos conditions de vente. Sinon, vous ne pourrez jamais en imposer. Le mode de réservation aussi doit être détaillé. Est-ce que le client peut réserver en ligne? Comment ça se passe? Est-ce qu'il peut réserver à distance? Est-ce qu'il peut réserver par mail? Tout ça, faut l'informer. Il faut l'informer sur la possibilité, si vous faites de la vente en ligne ou à distance, de se rétracter dans un délai de 14 jours. C'est-à-dire que quand le client il réserve à distance, il a le droit de changer d'avis, tout simplement. Quand il se rétracte, ce n'est pas une annulation. On ne peut pas lui imposer des frais d'annulation. Il a 14 jours pour dire là, ça ne m'intéresse plus. Sauf dans certains cas, par exemple, si on est sur une prestation qui doit avoir lieu à une date déterminée ou à une période déterminée. Donc, s'il réserve une nuitée pour telle date, pour le 17 décembre 2021 jusqu'au 21 décembre 2021, c'est pas possible de se rétracter. Pareil, si on est sur des produits périssables, voilà, il y a un certain nombre de cas de figure où il n'a pas le droit de se rétracter, donc, mais sinon, il faut le prévoir dans les CGV. Donc, allez voir si sur votre type de produit, il y a un droit de rétractation qui s'applique ou pas. Vous devez, en tant que professionnel depuis 2016, adhérer à un organisme de médiation. Vous devez permettre à votre client de demander à un médiateur de résoudre vos litiges. Donc, dans le tourisme, souvent, c'est médiation tourisme voyage, MTV. Donc, il faut adhérer à un dispositif de médiation, sinon vous n'êtes pas conforme. Donc ça se regarde aussi toujours sur servicepublic.fr. Le gouvernement, on a des sites qui listent tous les dispositifs de médiation secteur par secteur. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans la médiation sectorielle, mais allez consulter ces organismes de médiation, comparez les prix, renseignez-vous et adhérez surtout à ce dispositif et mettez les coordonnées de votre médiateur dans vos CGV. C'est obligatoire depuis 2016. J'ai beaucoup de clients qui ne le savent pas. Et il y en a un qui est venu me voir un jour en me disant « Je me suis fait retoquer par l'administration parce que je n'ai pas cette clause. » Donc, c'est important de l'avoir. Et puis, voilà, prévoyez les modes de résolution des litiges. N'imposez pas, si vous avez des consommateurs, de tribunal compétent parce que ce n'est pas conforme. Mais expliquez qu'il faut qu'ils vous contactent le plus rapidement possible en cas de difficulté lors de son séjour à l'hôtel, par exemple, pour vous permettre de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Incitez le dialogue dans vos CGV aussi le plus possible. Et voilà, il y a tout un tas de choses à mettre dedans. Donc l'information, vous la trouvez sur Internet. Après, c'est toujours la question de la fiabilité de l'information. Donc essayez de privilégier les sites officiels. Sinon, si vous avez un doute, appelez un avocat. C'est pas moi qui vais le dire. Voilà, je ne vais pas trop insister là-dessus parce que vous n'avez pas l'obligation de faire appel à un avocat du tout pour le faire. Mais ça prend un petit peu de temps. Et surtout, posez-vous, réfléchissez à ce que vous avez envie de mettre dedans. J'ai beaucoup parlé. Oui. Mais en tout cas, merci beaucoup, Chloé. Mais avec plaisir. C'est dur de dire en quelques minutes tout ce qu'il faut mettre dans des CGV, parce que ça fait souvent quelques pages. Donc, c'est un résumé un peu périlleux, mais j'essaye. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Chloé. J'en profite pour te souhaiter de bonnes fêtes. De bonnes fêtes, François. Bonnes fêtes à toutes et à tous. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. À l'année prochaine. Plein de bonnes choses. Au revoir. Au revoir, François. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout, n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.